retrouver juste après. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce premier dimanche de l'Avent pour poursuivre notre fil rouge théologique. Et nous allons pouvoir réfléchir un peu ensemble comment les textes de ce jour peuvent nous éclairer dans ce que nous sommes en train de vivre dans ces semaines sociales. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendons Jésus nous inviter à veiller. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. Et puis à la fin du passage d'aujourd'hui, ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Alors mon premier point, c'est de réfléchir un peu sur ce terme de veiller. Veiller, veiller pour nous, les chrétiens, peut-être on peut se le redire fortement, c'est très lié aussi à prier. Là, Jésus nous invite à veiller, car nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais souvenons-nous, à Gethsémani, au soir de sa passion, Jésus va aussi inviter ses disciples à veiller et prier avec lui. Et on sait ce qu'il est advenu. Voilà, ça nous resitue quand nous prions. Quand nous prions, nous adressons nos prières au Seigneur, nous adressons aussi nos louanges, nos actions de grâce, mais finalement, tout ça peut devenir une vraie dynamique de veille sur ce qu'est le monde. Finalement, nous portons le monde dans notre prière, nous portons nos vies, nous portons ce que nous sommes. Et à l'inverse aussi, dans la prière, ça nous aide à être attentifs à ce qui se vit dans le monde. Donc, veiller et prier, prier c'est veiller, veiller c'est prier. Et du coup, ce qui se passe dans cette veille, c'est bien d'être attentif à la fois à la présence de Dieu dans le monde, à la présence de ce qui germe. Peut-être on peut se rappeler aussi de la parabole du figuier qui bourgeonne. Vous savez, si vous voyez les bourgeons du figuier, vous savez que l'été va arriver. Et finalement, c'est aussi un peu ce qu'on a fait ces jours-ci, à certains moments, en entendant tous ces témoignages d'associations, d'engagement. Il y a des choses qui bourgeonnent. Voilà, on reste attentif à ça. Mais veiller, c'est aussi être attentif, comme le pape François le dit dans Laudato Si, se rendre attentif, se laisser déplacer par le cri des pauvres et le cri de la terre. Voilà. Et c'est aussi ça que nous vivons dans ces semaines sociales. On entend des cris, des interpellations sur l'injustice, sur des enfreintes, ce qui fait obstacle à la fraternité, etc. Donc voilà, premier champ de réflexion sur le terme veiller. Un deuxième champ de réflexion, c'est aussi ce que nous vivons pendant ces semaines sociales, c'est que veiller, c'est quelque chose que l'on fait en tant que personne individuellement, mais surtout aussi en tant que communauté, en tant que société. Très intéressant, j'ai été voir dans Fratelli Tutti à quel moment le pape François emploie le terme veiller, et les citations sont assez stimulantes. Une société humaine et fraternelle est capable de veiller de manière efficace et stable à ce que chacun soit accompagné au cours de sa vie. Une société humaine est capable de veiller. Un peu plus loin, chaque société doit veiller à ce que les valeurs soient transmises. Et puis, troisième citation, tout ça c'est aux alentours des numéros 110 à 118. En tant que communauté, nous sommes appelés à veiller à ce que chaque personne vive dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour son développement intégral. Alors, je suis interpellé par cette notion-là parce que c'est vrai que veiller, porter cette attention à ce qui se passe dans le monde, à ce qui germe, mais aussi, comme le souligne le pape François, veiller à ceux qui sont plus fragiles, à ce qui est plus fragile dans notre société, et veiller pour pouvoir prendre soin, c'est quelque chose que l'on peut faire, qu'on ne peut pas faire seul, que l'on fait ensemble, en se laissant interpeller les uns les autres. On sait que dans notre société, il est beaucoup question en ce moment de lanceurs d'alerte. C'est une manière peut-être aussi dont on peut veiller, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a des choses auxquelles chacun est attentif, mais
on ne peut pas veiller à tout et donc on a besoin de l'attention des autres. Et encore une fois, je crois que c'est bien la dynamique de ce que nous vivons pendant ces journées où, rassemblés tels que nous sommes, on a tous nos centres d'intérêt, nos points d'attention particuliers, en même temps se déplacer par ce que les autres apportent. Donc veillons de manière collective. Et encore une fois, en se rappelant que finalement, tout le mouvement de l'Évangile, c'est de nous rappeler que Dieu vient nous sauver, c'est de nous proposer un salut, mais un salut qui n'est jamais individuel. On est sauvés ensemble, quoi. On est sauvés ensemble comme communauté. Puis le dernier point que je voudrais souligner dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui peuvent éclairer aussi ce que nous vivons pendant ces journées des semaines sociales, dans l'Évangile, il y a l'invitation à veiller, et puis il y a cette petite parabole. C'était comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Ça nous rappelle qu'il y a quelque chose qui est confié. Voilà. Là, l'homme qui part en voyage confie sa maison à ses serviteurs. Eh bien, rappelons-nous que nous aussi, il nous est confié quelque chose. Il nous est confié un monde dont nous sommes appelés à prendre soin. Il nous est confié aussi en tant que chrétiens, on l'avait déjà un peu suggéré vendredi, il nous est confié la construction du royaume. Ce royaume qui est justice et paix et joie dans l'Esprit Saint, comme nous dit saint Paul. Il nous est confié une société à reconstruire. Il nous est confié des communautés. Voilà. L'invitation à veiller que nous entendons dans l'Évangile d'aujourd'hui nous invite aussi à creuser sur quelle est cette chose, quelles sont ces dimensions sur lesquelles nous sommes invités à veiller. Qu'est-ce qui nous est confié? Et rappelons-nous que c'est tout le mouvement qui, depuis le jour de l'Ascension, le mouvement depuis le jour de l'Ascension, quand Jésus finalement s'en va et nous laisse dans ce monde, à nous maintenant de faire quelque chose dans ce monde. Alors bien sûr, il est avec nous, mais n'empêche, c'est bien nous qui en avons la responsabilité. Alors là, encore une fois, ça rejoint beaucoup de ce que nous sommes en train de vivre et de réfléchir pendant ces jours. Voilà, je m'arrête là et je donne la parole à Agnès. Merci beaucoup Grégoire, c'est avec un grand plaisir je reprends les quelques pistes que tu as mentionnées déjà. Évidemment, un texte comme celui-ci pour ouvrir la nouvelle année liturgique, le temps de l'Avent, avec une invitation à la veille et au veiller, nous ouvre plein de pistes de réflexion, notamment toi tu as parlé de la prière. Moi je voudrais bien rajouter une autre dimension. Il y a un des récits au tout début de la Bible qui parle de la vigilance et en fait c'est la question, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et on connaît bien cette question, il y a un qui finalement n'arrive pas à être dans son humanité parce qu'il refuse d'avoir un frère, de se comporter comme un frère, et la violence qu'il utilise, c'est de se créer un monde où il n'y a pas de frères, où il n'y a pas de fraternité. Donc, et c'est cette posture-là qui est peut-être aussi visée par ce texte. Quand nous sommes dans un monde, parfois on a l'impression il fait trop froid, il fait trop ceci, trop cela, et on se calfeutre un peu chez soi. Et la petite parabole, elle dit très clairement aux disciples, vous veillez, mais non pas à fermer la porte, mais à permettre qu'il y ait une ouverture, dans la confiance. Parfois, nous avons l'impression que ce maître de maison dont il est question, il part peut-être parce qu'il en a marre. Peut-être il part parce que c'est trop compliqué notre monde. Il part peut-être parce qu'il nous abandonne. Et le texte, il dit très clairement, à aucun moment, si le maître de maison revient, à ce moment-là, il faut ouvrir. Mais il dit quand? Il dit très clairement qu'il va venir, c'est sa maison. Notre maison est sa maison. Notre monde ne lui appartient à quelqu'un qui se porte garant d'une qualité de vie à laquelle il invite celles et ceux qui y vivent à veiller à leur tour. Donc du coup, nous sommes des missionnés à la
à la fraternité, au bien-être. Je pensais, quand on parle de veiller à ce qu'il y ait une bonne ambiance dans la famille, une bonne ambiance dans notre monde. Nous savons trop bien combien on souffre quand on est dans un espace où il n'y a pas de bonne ambiance. Et je pense que les semaines sociales, c'est un rendez-vous pour se rendre compte où est-ce qu'il faut améliorer l'ambiance, où est-ce qu'on peut améliorer l'ambiance, et chacune peut se dire, voilà, j'y participerai. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement stimulant pour se dire, oui, j'ai fait partie d'un monde où la confiance règne. Autre petit détail dans cette histoire de la parabole, c'est que il y a une autorité qui est donnée. Aujourd'hui, c'est vraiment la question. L'autorité, c'est quoi ? Et j'aime beaucoup l'étymologie de ce mot parce qu'il veut dire mettre à la disposition d'autrui tout ce dont on dispose pour que permettre à l'autre qu'il puisse grandir. Et ça, c'est génial. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre à disposition des plus jeunes ou de nos contemporains qui ont besoin de soins, qui ont besoin de pouvoir avancer dans leur propre croissance et leur développement, des possibilités pour grandir. Donc, la mission que nous avons reçue, c'est pas simplement vivre comme on peut, mais de veiller à ce que l'autre reçoive tout ce qui est possible pour qu'il puisse grandir. Et ce que Grégoire disait tout à l'heure, on n'est jamais seul. On a parlé des lanceurs d'alerte, mais il me semble que nous pouvons être du côté des semaines sociales comme ceux qui attrapent la balle au moment où elle est lancée pour se dire il faut encore que cette balle atterrisse et qu'elle puisse se concrétiser dans l'ensemble de notre monde. Donc, je pense que là, on a une belle journée devant nous pour nous laisser inspirer par l'Évangile et avancer dans cette manière-là de dire, mais quelles sont mes possibilités pour faire grandir celles et ceux qui sont autour de moi, individuellement, structurellement parlant, ecclésialement parlant et mondialement parlant. Il y en a beaucoup qui attendent que nos possibilités soient mises à leur disposition. Donc, cela nous met à nouveau à l'intérieur d'un ensemble qui est très important. Je pense qu'un dernier petit point pourrait peut-être être celui qui est plutôt tiré dans une autre lecture d'aujourd'hui, où Paul ose dire, puisque vous attendez, puisque vous êtes dans la veille, vous avez reçu tous les dons de la grâce. C'est quand même un peu curieux. Nous avons l'habitude plutôt de dire, puisque nous avons réussi, puisque nous n'attendons plus rien, que nous avons besoin, que ça manifeste que nous avons reçu tous les dons de la grâce. Et Paul dit le contraire, mais pas du tout. C'est parce que vous veillez à ce que nous puissions aller vers cet accomplissement que nous croyons en Christ, mais un accomplissement qui n'est pas sensible et tangible définitivement dans notre monde. Donc du coup, il y a quelque chose à faire qui permet d'aller vers un ailleurs. Et le temps de l'Avent, pour moi, c'est pas du tout le cycle qui nous ramène toujours aux mêmes fêtes religieuses. Et donc, on se dit, ça sert à rien. Le temps de l'Avent, c'est le temps où on voit pas clair. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On est dans un super avant. On voit pas très, très clairement vers où on va. Mais la chance, c'est que les petites lumières qui nous viennent par les lanceurs d'alerte, qui nous viennent par notre propre analyse de la situation, qui nous viennent parce qu'on ose s'arrêter un moment et se dire, mais vers où est-ce qu'on voudrait aller ? En regardant vers le Christ, en regardant vers notre monde et de reprendre une orientation, c'est là où le temps de l'Avent devient une chance. Parce que nous nous rendons bien compte que le temps de l'Avent,
même si c'est obscur, c'est pas pour aller vers une obscurité encore plus épaisse, mais pour que les petites choses qu'on peut innover aujourd'hui aménagent la maison commune autrement que ce qu'elle était quand on est venu. Parfois, quand on utilise le mot « sauver », on a l'impression qu'il faut sauver les meubles, il faut sauver le passé, il faut sauver ce qu'on a déjà fait. Mais là, il faut peut-être redire, il faut surtout créer celui qui a une autorité, une confiance d'autorité dans cette maison pour veiller à l'ouverture, et aussi celui ou celle qui sera inventé avec les personnes qui sont confiées à notre autorité, quelque chose qui prendra visage d'une paix différente, d'une justice différente, d'une joie différente de celle que nous avons déjà aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci Agnès, merci Grégoire. Nous vous retrouvons avec plaisir pour une dernière étape du fil rouge théologique à 14h30. Alors, quelques retours à chaud sur les ateliers que nous avons vécus hier. Ce sera vraiment, et pour des raisons que vous allez comprendre, des retours très impressionnistes. Je peux partager avec vous les doutes que nous pouvions avoir en proposant ces formats d'ateliers. Je vous le disais vendredi en fin de journée, 4 heures uniquement pour parler de sujets qui auraient mérité chacun au moins une rencontre entière des semaines sociales, dans un format extrêmement rythmé, avec une attention très rapide sur des propositions concrètes, sans forcément laisser beaucoup de temps au débat, au diagnostic, et qui plus est, 4 heures devant des écrans. Je peux vous le dire maintenant, nous aurions été déçus, bien sûr, mais nous aurions compris que cela vous décourage un peu ou que vous jetiez l'éponge. Et pourtant, vous avez été 1300 participants à prendre part aux 8 ateliers qui vous étaient proposés. Vous avez travaillé en deux séquences de 150 sous-groupes de 6, avec l'aide donc de la soixantaine d'experts, d'animateurs, de témoins qui sont venus à votre rencontre. Vous nous avez renvoyé des kilomètres de retour sur lesquels nous avons commencé à travailler hier, notamment pour pouvoir les incorporer dans la version provisoire du manifeste que Dominique partagera avec vous tout à l'heure. Et surtout, nous allons y travailler dans les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines, avec les responsables d'ateliers pour pouvoir prendre compte et valoriser tout ce que vous nous avez fait remonter. Alors, dans cette attente, je peux néanmoins partager avec vous quelques grands traits qui se dégagent à l'issue d'une première lecture de tous ces documents. Nous vous avions proposé d'échanger sur une première salve de propositions politiques ou institutionnelles, en vous posant 2 questions. La première, est-ce que vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord? Sur les 30 propositions de cette nature, l'écrasante majorité ont été plébiscitées largement par les participants, puisque le total des d'accords et des plutôt d'accord dépasse 90%. Sur ces propositions, on vous demandait également, c'est bien d'être d'accord, mais est-ce que vous vous engagez à en faire quelque chose? Par votre vigilance citoyenne, par votre participation au débat, par une saine et fraternelle pression que vous pourrez mettre à vos élus. Et là, selon les points, vous êtes entre 40 et 80% des répondants qui nous disent « oui, je vais en faire quelque chose ». On vous a ensuite proposé un certain nombre de témoignages associatifs. Vous y avez été globalement très sensible. On vous posait sur ces expériences associatives la question « qu'allez-vous en faire ?» avec les réponses « je m'engage », je les rejoins, par exemple, l'association qui se présente. Je m'en inspire, j'essaie de faire quelque chose de ce témoignage là où je suis. Je soutiens financièrement, ou en gros, j'y suis déjà. Certains membres des ateliers étaient déjà investis dans des associations qui pouvaient témoigner.
Beaucoup veulent s'engager avec, je trouve, beaucoup de discernement en fonction des expériences proposées des associations qui peuvent intervenir dans tel ou tel contexte, qui n'est pas forcément le vôtre. Avec néanmoins un engagement qui est palpable, c'est-à-dire qu'il y a un report systématique de bon, alors cette expérience, difficile pour moi de m'y engager, mais je vais soutenir financièrement, ou difficile de les rejoindre parce que c'est lié à une géographie donnée, je vais quand même essayer d'en faire quelque chose. Sur les engagements, propositions d'engagement personnel, même tonneau. Alors entre les chiffres, il y a aussi les lettres, ce que vous nous avez fait remonter dans vos différents commentaires. Des regrets parfois. C'était trop court, on ressort un peu frustré. Mais enfin, ces propositions sont très bien, mais il faudrait les compléter, ou il en manque une. Tous ces regrets sont finalement pour nous une bonne nouvelle parce que l'expression d'une envie. Une crainte aussi exprimée parfois par certains. C'est tout de même très ambitieux. Je me sens très petit. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je suis déjà très engagé. Est-ce que je ne risque pas le burn-out de l'engagé? Mais là aussi, avec rapidement des envies qui sont témoignées dans vos retours. Premier type d'envie, simplement, merci parce que ça m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de sujets et je m'engage déjà à en parler autour de moi, à participer au débat sur ces sujets. Des envies exprimées par un certain nombre d'entre vous de dire « il faut qu'on parle de tout ça à nos élus ». Alors, on passera le manifeste à nos trois intervenants suivants. Et puis, beaucoup de volontarisme aussi. Il faut y aller. Il n'y a plus qu'à, en un mot. Ce n'est pas un arbre tropical, mais c'est une abréviation. Beaucoup d'énergie, en somme, dans ce que vous nous faites remonter. Beaucoup de rencontres aussi ont pu avoir lieu au fil des petits groupes. Certains hasards heureux. Un participant francilien qui retrouve une religieuse qui nous suit de Rome, qui était en fait sa responsable d'aumônerie 35 ans avant. Et beaucoup d'autres témoignages de ce type-là, tout à fait joyeux. Et puis vraiment beaucoup de merci pour cette expérience, pour ces ateliers. Cela nous réjouit. Nous vous disons merci à vous. Parce qu'avant, dès lundi, où nous allons tous nous engager à nouveau, vous avez commencé ce samedi matin à vous engager et d'une très belle manière. Alors des synthèses seront réalisées, je vous l'ai dit, par les responsables d'ateliers. On retrouvera des contenus dans les actes des rencontres. On va travailler dans les tout prochains jours aussi à restituer fidèlement toutes les ressources qui ont pu être évoquées pendant ces ateliers. N'hésitez pas, ultimement, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à remplir le formulaire final, annonce de service, le Google Form, ça nous permettra de compléter encore les retours. Alors voilà, nous allons attaquer notre première table ronde, notre première séquence de ce dimanche. Elle va être animée par Philippine de Saint-Pierre, directrice de KTO. Bonjour Philippine. Bonjour Alban. Merci d'être là, merci une fois de plus à KTO de nous accueillir. Pour ce plateau, j'ai le regret de vous annoncer que le préfet des Yvelines, M. Jean-Jacques Brault, ne pourra pas nous rejoindre. Il est retenu par des nécessités de service, ce qui arrive hélas souvent quand on est préfet. Nous avons ce regret, mais nous avons aussi la joie d'accueillir Alice Lemoyle sur ce plateau que Philippine va vous présenter. Alors, Philippine sera assistée à la table des questions par Eric Wendling et Anne-Sophie de Kersies, membre du conseil d'administration des Semaines sociales de France. Et pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver après la pause. Je ne vais pas redire tous les propos introductifs. Merci Alban. C'est vrai que depuis vendredi, cette réflexion sur les voies d'action et d'engagement pour contribuer à reconstruire une société qui est en risque de se déliter sont nombreuses, ces réflexions. Et Dominique Quignot, dès le départ, nous invitait à rentrer dans la complexité des enjeux sans nous laisser intimider justement par cette complexité. Au cœur de ces réflexions, évidemment, l'action politique, celle qui a la charge en partie au moins d'organiser et de conduire la vie en société. Dans les ateliers d'hier, on vient de l'entendre, beaucoup de propositions, beaucoup d'énergie, beaucoup de désir de s'engager et peut-être des idées, comme le disait Alban, pour faire une saine et fraternelle pression sur les élus. Mais ces élus, justement, comment est-ce qu'eux-mêmes vivent leur mission? On sait que l'action politique aujourd'hui, elle est souvent décrédibilisée. Alors, soit par défaitisme, avec cette idée qu'on ne peut rien changer au système parce que de toute façon, ça dépasse tout le monde et c'est
les grands enjeux financiers qui dirigent l'ensemble, soit par soupçon quelquefois d'être au service d'intérêts particuliers plutôt que de l'intérêt général. Et en même temps, dans ce climat un peu de défiance ou d'interrogation, on voit bien, ce sont les élus locaux en particulier qui recueillent le plus de coefficients de confiance de la part de nos concitoyens, peut-être parce que précisément ils voient au quotidien les effets concrets de cette action. Alors merci à nos 3 invités d'être là pour en parler. Marie-Guilde Dufay, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être venue et d'avoir réussi à gagner nos studios franciliens pour participer ce matin. À vos côtés, François Garet, le maire des Mureaux dans les Yvelines. Bonjour. Merci d'être là également. Et puis Alban l'a dit, Alice Lemoal, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de Clichy-la-Garenne et aussi secrétaire général adjoint du MoDem. On va vous entendre tous les 3. On va débattre aussi et puis recueillir toutes les questions que les participants voudront vous poser. Mais d'abord, je propose que chacun d'entre vous nous donne un petit propos liminaire sur votre engagement, votre action, votre vision de ces enjeux. On va commencer avec vous, Marie-Guilde Dufay. Donc je le disais, présidente du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, c'est peut-être une de ces réalités politiques qu'on a du mal à percevoir comme simple citoyen, de savoir au fond le Conseil régional, qu'est-ce que ça fait dans ma vie. Vous avez un long engagement politique dans la ville de Besançon, engagé au Parti socialiste, avec un tropisme économique et social dans différentes responsabilités, depuis le Centre communal d'action sociale de Besançon jusqu'à la Banque d'investissement. Parmi vos combats, la promotion du droit des femmes, la transition écologique par exemple, et puis l'économie sociale et solidaire. Vous êtes vice-présidente de l'Association des régions de France et présidez justement cette commission sur l'économie sociale et solidaire. Alors votre engagement, votre action, votre vision de tous ces enjeux, on vous écoute. Merci. J'y reviendrai effectivement sur la région qui, par nature, paraît très très loin des concitoyens. Moi, c'est par l'action associative que j'ai démarré une forme d'engagement collectif du fait de la conscience des inégalités dans notre société. Ça a été vraiment l'investissement dans des associations à caractère social, puis petit à petit l'investissement militant au Parti socialiste. Je suis toujours au Parti socialiste, même si on ne sait pas trop où est le Parti socialiste aujourd'hui. Et puis, peu à peu, la responsabilité politique, et ça fait 25 ans que je me définis comme une cheville ouvrière de l'action publique. Mais j'ai été très, très marquée pour cet engagement dans la responsabilité politique par une rencontre, une amitié, une admiration pour une personne. C'est souvent comme cela que ça marche. Cette personne, c'est Paulette Guinchard-Kunstler, qui a été la ministre de Lionel Jospin pour les personnes âgées et qui a été la figure lumineuse de l'action publique, avec sa sincérité, avec sa modestie, avec sa force de conviction humaniste. Et ça marque. Et après, on ne se dit plus l'action politique, l'action publique, ça sert ou ça ne sert pas. On sait que ça sert. Donc effectivement, à la ville de Besançon, plutôt sur les questions sociales, puis petit à petit à la région sur les questions économiques, je vais y revenir. Et pour moi, c'était l'occasion de joindre la question sociale et la question économique qui sont complètement liées. L'une ne va pas sans l'autre, il n'y a pas de développement économique sans développement social, et on ne peut pas traiter les questions sociales sans traiter les questions économiques. Donc pour moi, c'était un vrai complément. Et puis après, il y a le hasard qui fait que j'ai succédé au président Raymond Forny, qui est décédé en cours de mandat. Alors, ça fait 25 ans que je suis là-dedans, non pas dans la région, mais dans l'action publique. En 25 ans, la société... les questions d'inégalité, d'exclusion, elles nous frappent à la figure de façon encore plus forte, ce qui peut être désespérant. Moi, j'ai surtout le sentiment qu'on a une société qui est fragmentée avec plein d'îlots. L'îlot générationnel, l'îlot culturel, l'îlot géographique. Puis que tous ces îlots, ils ne correspondent pas vraiment, ils ne s'écoutent pas, le poids des réseaux sociaux par-dessus tout ça, alors qu'en même temps, il y a des initiatives partout. Des initiatives de solidarité, des initiatives autour aussi de la question centrale de l'écologie, et que ces initiatives, elles viennent beaucoup des associations, et je pense que tous ceux qui nous écoutent font partie des personnes engagées dans ce mouvement associatif, dans ce mouvement collectif, et je voudrais les saluer et les remercier, parce que j'ai conscience que sans
sans cet engagement collectif, le tissu social, il explose, et c'est cet engagement collectif qui maintient encore notre tissu social. Alors, la région dans tout ça, la région qui paraît très très loin pour les concitoyens, c'est vrai, les collectivités, qu'elles s'appellent communes, départements, régions, ont des compétences qui leur sont données par la loi. Et elles doivent faire avec ces compétences. Et par rapport au sujet qui nous importe, les solidarités, la société qui s'effrite, on peut se dire, la région, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? C'est vrai qu'elle n'a pas de compétences en matière de solidarité. C'est le département qui a une compétence en matière de solidarité. C'est la commune. Néanmoins, je voudrais vous donner quelques exemples vraiment très rapides pour bien vous situer comment, effectivement, l'action politique peut jouer à travers tout ce que nous ressentons dans la société. Premièrement, la question des fractures sur le marché du travail. Elles sont énormes. Il y a ceux qui s'en sortent, ceux qui ne s'en sortent pas, ceux qui sont exclus du marché du travail, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont broyés par la mondialisation, ceux qui en profitent, ceux qui sont protégés. Et la région, dans sa compétence économique qui lui a été donnée par la loi, travailler avec les entreprises pour favoriser le maintien des emplois, la création des emplois, elle a une compétence qui est extrêmement importante, c'est la question de la formation. Et la formation, pour moi, je la vis dans la collectivité que je préside, pas simplement pour améliorer la qualification, qui est absolument nécessaire, parce qu'aujourd'hui, on dit l'emploi disparaît, notamment l'emploi industriel. Nous sommes une très grande région industrielle en Bourgogne-Franche-Comté. L'emploi, il a été percuté, effectivement, par les vagues de délocalisation. Néanmoins, il est là, il est encore là. Il peut se fortifier si on veille à fournir les compétences qui sont, et à travailler les bonnes compétences. Mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler aussi à des expérimentations qui permettent de mieux protéger par la formation les hommes et les femmes. Mieux protéger, parce que, vous voyez, en 1945, au sortir de la guerre, on a mis en place la sécurité sociale pour protéger les uns et les autres des aléas, de la maladie, de la vieillesse et tout. On n'a encore pas mis en place, et on pourrait quand même y travailler, une sécurité sociale professionnelle. Mais ça existe de plus en plus. Il y a 10 ans, lors de la grande crise de 2008, les entreprises se retrouvent tout d'un coup, du jour au lendemain, sans carnet de commandes. Eh bien, dans notre région, grâce à une coopération, et ça, c'est fondamental, le principe de coopération, région, partenaires sociaux, État, nous avons mis en place un système expérimental où les salariés, ce n'était pas 10, 20, 30, c'était 15 000 au total, sont restés dans leur entreprise, qui n'avaient plus de carnet de commandes, ont bénéficié de l'équivalent de leur salaire par toute une expérimentation que nous avons montée et se sont formés pendant le gros de la crise. Et après, elles retrouvent le fonctionnement ordinaire dans l'entreprise et l'entreprise retrouve des compétences accrues et tellement tout le monde s'y retrouve. Et je me souviens à ce moment-là avoir vu des salariés ayant bénéficié de ces formations, mais vraiment les larmes aux yeux parce qu'ils avaient découvert tout simplement la liberté qu'apportait la formation. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Je pourrais parler, toujours sur ce registre, du travail, de l'appui très fort que nous faisons dans notre région à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et je pense à deux secteurs capitaux. Le secteur qu'on appelle des entreprises d'insertion par l'activité économique, qui sont portées la plupart du temps par des associations et qui ont un postulat, ces entreprises, c'est que personne n'est inemployable. Eh bien, ça, il y a des bénévoles derrière. S'il n'y avait pas ces bénévoles, ces entreprises ne fonctionneraient pas, elles sont indispensables. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à maintenant pour remettre au travail des personnes qui en sont très très loin. Deuxième secteur sur lequel je suis très très attentive dans ce domaine de l'économie sociale, c'est le secteur de l'aide à domicile. Nous sommes la seule région à mettre en place un financement particulier complémentaire en fonction des formations qui sont mises en place à ce secteur. C'est un secteur qui est essentiel pour venir
aider les personnes en situation de handicap, de maladie, les personnes dépendantes, c'est un secteur essentiel pour la vie. Il est mal considéré, mal rémunéré. C'est une honte, hein. Et c'est un scandale public d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'associations derrière. Et là, elles ne peuvent pas tout faire toutes seules. Elles sont financées par les départements, par l'assurance maladie, par les caisses de retraite. Mais il y a un moment, compte tenu du service public qu'elles rendent et qui est si essentiel, voilà, le pouvoir public devrait être un peu plus présent. Ça, c'est le côté économie, hein, puisque c'est la grande compétence de la région, pour vous dire un peu que la région, elle n'est pas loin de nos préoccupations. Deuxième élément, je voudrais insister sur une fracture, alors là, qu'on ressent très très fortement dans notre région, c'est la fracture territoriale. Parce que en Bourgogne-Franche-Comté, région très industrielle, hein, Sochaux, le Creusot, on est aussi une région très rurale. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent? C'est ce sentiment d'abandon des populations qui pensent que parce qu'elles sont en milieu rural, sont abandonnées. Elles le pensent. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? C'est vrai que les commerces disparaissent, c'est vrai que les médecins sont difficiles à trouver, c'est vrai qu'il y a une énorme question autour des transports et que chacun se sent prisonnier, hein. Donc la question des transports et des mobilités, elle est très très importante. Souvenez-vous, la crise des Gilets jaunes, c'est quand même parti de là, hein. L'augmentation du prix de l'essence, et puis le fait effectivement de ne pas y arriver, mais essentiellement parce qu'il y a des problèmes de mobilité quand on habite en milieu rural pour rejoindre la ville, pour rejoindre les commerces, pour rejoindre le travail. On a mis en place dans notre région une expérience qui est unique, non? Je crois que Hauts-de-France l'a fait aussi, mais d'une façon un peu différente. On a mis en place un ticket mobilité pour les salariés, comme un ticket restaurant. On a négocié, là aussi, c'est de la coopération avec les chefs d'entreprise, pour que les salariés qui sont obligés de prendre leur voiture, parce qu'il n'y a pas de transport en commun là où ils habitent, eh bien, soient aidés, comme les salariés qui, eux, sont aidés par leurs employeurs, parce qu'ils prennent le train, ils prennent le bus, et que la loi, effectivement, elle permet aux employeurs de prendre en charge une partie de ces frais-là. Mais dans les campagnes, personne ne prend ça en charge. Bon, la région, elle a mis en place ce ticket mobilité, financé à moitié par la région, à moitié par les entreprises. Mais sentiment d'abandon, réalité de l'abandon, je ne sais pas. Il y a une réalité, mais il y a une fracture numérique qui est en train de se résorber. Ça, c'est très très important. Parce que moi, je pense que le monde de demain, auquel on pense à la sortie de cette immense crise que l'on connaît. Dans ce monde de demain, je pense que les territoires ruraux auront largement la place, parce qu'on aura redécouvert la qualité de vie qu'il y a, l'harmonie, la paix, à condition effectivement que les services dont on a besoin soient accessibles le plus possible. Mais c'est aussi dans ces territoires-là que je vois des maires, mais se livrer à des expérimentations, des mesures extrêmement innovantes dans tous les domaines, que ce soit les domaines de la solidarité, les domaines de l'écologie, des maires qui arrivent à faire de leur commune des communes autonomes au niveau énergétique, qui mettent en place des entreprises, des circuits courts de producteurs locaux, et puis tout un écosystème autour de la production locale se met en place. Il y a de l'innovation partout. Ne désespérons pas des campagnes. Et j'ai un exemple très clair à propos des campagnes et qui nous renvoie à une question brûlante qui est la question des migrants. Dans ma région, il y a la commune la plus froide de France, hein. On le dit tout le temps, Mout, dans le Doubs. Hein. Oui, effectivement, il y fait froid, mais c'est magnifique, hein, c'est le pays du ski nordique. Eh bien, dans cette commune, il y a eu une mobilisation à 100% des habitants pour accueillir, il y a 5 ans, une famille très nombreuse de migrants irakiens. Les grands-parents, les parents, les neveux, les cousins, au bout de 5 ans, l'intégration est totale, parce que de solidarité en solidarité, il y a eu le logement de trouver, le véhicule de trouver, le français appris et le travail au bout du compte. Donc, et ça se passe au plus profond d'une commune rurale. En plus, la plus froide de France. Bon, c'est pour ça, il
faut aussi ne pas désespérer, quoi. Il y a trop de morosité dans l'air aujourd'hui, dans les témoignages qui viennent, c'est souvent des témoignages négatifs. Autre fracture sur laquelle je voudrais arriver, l'écologie. C'est pas une fracture, l'écologie, c'est une priorité. On doit absolument tout faire pour que la France elle contribue très fortement à la réduction des gaz à effet de serre. Mais si on n'y prend pas garde, on peut avoir une fracture sociale. Parce qu'il faut aussi que les plus précaires de nos concitoyens soient vraiment mis dans le coup et que des mesures ne se montent pas qui ne soient pas accessibles à une frange de la population. En région, nous sommes très, très mobilisés pour ce qu'on appelle la question la résorption des passoires thermiques, hein, l'isolation des logements. Et là aussi, en coopération étroite avec les communes, nous avons mis en place un service public qui s'adresse d'abord aux plus modestes pour que les plus modestes non seulement soient aidés en conseil, mais aidés dans les travaux, qu'il y ait une caisse d'avance pour leur éviter de négocier des prêts relais avec les banques. Mais tout ça se fait en lien avec les communes. Et ce principe de coopération, il est vraiment très, très, très important. Et malheureusement, c'est vrai qu'il est mis à mal aussi par une difficulté qu'on voit de plus en plus prégnante dans notre société de débattre sereinement, d'accepter les arguments de l'autre. Des sujets anodins deviennent des sujets de fracture. Hein. Donc je ne veux pas parler de l'immense fracture que nous venons de connaître à Conflans, mais dans nos actes quotidiens, on voit, on ne peut pas parler sereinement d'alimentation locale, de paysans, d'évolution du modèle paysan, sans qu'on s'affronte. Il faut revenir à un principe de bienveillance et pas de méfiance a priori. Je voudrais terminer, parce que je pense qu'on me dit que j'en ai plus pour longtemps, en parlant de la fracture des fractures qui nous concernent, les élus. Ce qui est le plus difficile dans parce que je pense que je suis partagée, dans ma charge, c'est effectivement de sentir cette méfiance envers l'action publique. Mais qu'est-ce que vous faites dans l'action publique? Qu'est-ce que vous faites en politique? Vous avez l'air assez sincère, vous. Hein, vous avez l'air assez intéressante. Qu'est-ce que vous faites dans ce bastringue? C'est oublier que la politique, c'est le souci de l'intérêt général. Sinon, c'est la somme des intérêts individuels, c'est la jungle. Bon, donc il faut qu'on se mobilise pour qu'il y ait plus d'espace où les citoyens puissent dialoguer avec les dirigeants politiques. Nous avons mis en place dans notre région des conventions citoyennes. Hein. Bon, on parle beaucoup de la convention citoyenne de Macron et de l'écologie. On en a mis en place et à l'issue de ces travaux-là, les citoyens nous ont remerciés en disant « enfin !» on est reconnu. Donc il y a plein d'espaces à trouver, de liens. Et bon, la tâche politique est difficile parce que cette méfiance, c'est vraiment très très dur à supporter, mais en même temps, on a pour nous nos convictions, hein, et notre souci du bien public. Merci d'abord de votre enthousiasme et puis pour ce propos à la fois sur les lieux d'engagement possibles et nécessaires et puis les fractures que vous avez relevées qui nécessitent précisément un engagement d'autant plus fort. Alors ne pas désespérer des campagnes, ne pas désespérer des villes non plus. Je vous propose que, avant de débattre tous ensemble, nous écoutions maintenant votre voisin François Garret. Vous êtes, donc je le disais tout à l'heure, maire des Mureaux. Vous avez été réélu avec près de 59% des voix pour votre 4e mandat actuellement. On peut le dire, vous avez commencé dans l'équipe du maire communiste, ensuite vous avez été élu socialiste et puis vous êtes aujourd'hui divers gauche. C'est donc pas l'étiquette qui vous importe le plus, mais bien l'action. Alors je vais vous énerver tout de suite en parlant des Mureaux. Les Mureaux, c'est la première visite de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, la visite du président Macron début octobre pour annoncer la loi contre les séparatismes. C'est une ville avec 5 grandes cités, un taux de chômage à 19% contre autour de 10% sur le territoire national, plus de 30% de pauvreté chez les moins de 30 ans. On imagine bien les difficultés auxquelles vous confrontez. Mais avant que vous vous énerviez vraiment,
Évidemment, les Mureaux, ça ne se résume pas à ces questions-là. Le désespoir, la radicalisation ne sont pas une fatalité et c'est notamment le propos que porte le maire de la ville. C'est votre conviction, c'est ce que aussi vous voulez mettre en œuvre comme action politique. La commune, elle est connue pour son fort communautarisme religieux, mais précisément, vous voulez en faire aussi un moyen de mettre les gens ensemble au service du bien commun, favoriser l'aptitude de tous à vivre ensemble, créer du lien entre ces communautés. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme difficulté, bien sûr, mais aussi comme priorité pour l'engagement de tous? Qu'est-ce que vous faites, vous, et qu'est-ce que vous attendez de nous? Écoutez, tout d'abord, dans le propos, j'ai bien entendu ma voisine qui était très active, etc. Moi, je suis natif des Mureaux, j'ai 71 ans, j'ai toujours vécu dans ma ville. Donc c'est important aussi de voir un petit peu ce temps passé et voir exactement ce qu'il y a eu. C'est vrai que nous, on est une ville un peu particulière, on est une ville de provocateurs, on est une ville d'excellence, on est une ville de contradiction. Et si vous voulez, les Mureaux, c'est une ville qui a été très liée à l'aéronautique. C'est pour ça que d'ailleurs, on a le lanceur Ariane qui est fabriqué, qui est intégré aux Mureaux. Mais par contre, notre ville a beaucoup changé quand il y a eu l'implantation de Renault Flin. On est en 54, on est passé de 6 000 salariés, 6 000 personnes habitant aux Mureaux à 32 000. Et d'ailleurs, quand je parle de Renault Flin, il y a 48 heures, nous en parlions, et d'ailleurs, on parlait de développer une économie circulaire chez Renault Flin, et donc avec M. Senard et le nouveau directeur, M. Lucas Dimio. Alors, si vous voulez, cette ville, c'est particulier aussi, c'est qu'on a vécu, sur les 50 dernières années, tout ce qui a été vécu en France, en tant que tel. Tout ce qui a été vécu en France. Alors, quand je dis tout ce qui a été vécu en France, premièrement, il y a eu tout ce qui était... À un moment donné, dans les années 70, on n'avait pas de problème. Les entreprises fonctionnaient, Renault Flin était à 22 000 salariés, maintenant ils ne sont plus qu'à 3 000 salariés. Donc ça veut dire qu'à côté, il y avait ce qu'on appelait aussi le bien-être social. Quand a été construite l'ensemble des cités sur les Mureaux, c'était par rapport quand on prend 50-60, par rapport à 45, c'était un mieux social d'habiter ces cités. On trouvait... Je veux dire, on retrouvait la douche, on retrouvait le chauffage, et c'était un mieux social. Et en plus, dans ce mieux social, pour une entreprise comme Renault Flin, il y a tout un ensemble qui venait de gens de province. Par exemple, des gens qui venaient de la région du Mans, d'autres qui venaient du Creusot, où il y a les coqs en tant que tels, par rapport au rugby, etc. Et à un moment donné, dans les années 70, il y a eu une modification, suite à 68, une modification donc, de la main-d'œuvre est arrivée. D'abord de l'Europe, de la main-d'œuvre des Portugais, ensuite l'ex-Yougoslavie, ensuite il y a eu l'arrivée aussi de tout un ensemble de populations du Maroc ou aussi de l'Afrique. Et c'est vrai que tout cela, je dirais, à un moment donné, a vécu les uns à côté des autres ou les uns avec les autres. Et sans se rendre compte qu'à un moment donné, il y avait aussi des sujets qui allaient se passer quand on fait un parcours de vie n'importe où que ce soit, bien évidemment, on a des enfants, on a des petits-enfants, et puis ils vont faire un parcours de vie. Et c'est vrai que dans ce parcours de vie, si vous regardez, dans les années 70, ce sont des gens qui arrivaient, qui avaient entre 20 et 30 ans. Mais à un moment donné, on ne s'est pas posé la question de savoir quelles seraient les évolutions et comment nous pourrions vivre tous ensemble. Et c'est quelque chose qui a été très, très marqué et très marquant. Alors, si vous voulez, par rapport aussi au fait de cette mosaïque de population, au fait, je dirais, de tous ces gens qui habitaient, la question qui est posée, la question fondamentale, je pense qu'à un moment donné, on ne s'est pas rendu compte, dans les années 74, comment, progressivement, on a mis de côté tout ce qui faisait les valeurs de notre pays, sans s'en rendre compte. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je suis maire, je suis dans une cité, et pas des cités. Et la cité, ce sont des citoyens qui habitent la cité. Et donc, on est le plus petit maillon d'un pays. On est 36 000 communes. Et ce plus petit maillon de 36 000 communes, qui est la commune, nous sommes dans une république, c'est important, une république laïque, dans laquelle il est dit, qu'est-ce que c'est la laïcité? C'est aussi à chacun d'avoir sa liberté de croire ou de ne pas croire, mais par contre, on doit tous se respecter. Et c'est ça le principe de la laïcité.
Ensuite, il y a les mots liberté, égalité, fraternité. C'est aussi comment on les applique sur la cité, mais comment on les applique dans notre pays. Et c'est vrai que normalement, on a une unité par rapport à un drapeau. Donc moi, je suis quelqu'un d'hiver gauche en tant que tel, donc je peux dire une unité par rapport à ce drapeau, et une unité aussi d'identité par rapport à un pays. Et si vous voulez, on ne s'est pas rendu compte qu'on a changé plein de choses à partir des années 70. On a changé tous les temps d'âge. Tous les temps d'âge. Avant, c'était la règle des 7. 0,7 ans. 7 ans, 14 ans. 14 ans, 21 ans. On a changé le temps d'âge. On a dit, maintenant, c'est 21, on passe à 18 ans. Un changement fondamental. Sans qu'il y ait derrière quelque chose qui signifie le changement d'âge. Et comment on passe de l'adolescence à l'adolescence. Deuxièmement, aussi, on a changé les temps d'âge au niveau de l'école. 6-16 ans. Et maintenant, c'est 3-16 ans d'école obligatoire. Mais quand on a changé ces temps d'âge, on ne s'est pas préoccupé que le temps de l'école obligatoire n'était que de 850 heures par an, alors que nous sommes en vie 24 heures sur 24 et 7800 heures par an, et on est debout entre 4000 et 6000 heures. Et 850 heures pour les 6-16 ans, ce n'est jamais que 12% du temps. Et donc, il y a toute la partie externe. Et c'est pour cela que quand je parle volontairement de dire il y a les 850 heures et les 4000 heures qui sont en dehors, c'est tout ce que sont les structures qui vont vous faire un parcours de vie. C'est la famille, c'est le milieu associatif, éventuellement aussi c'est les parties religieuses aussi, ou pas, mais c'est le milieu associatif sportif. Et c'est ce qui fait le parcours de vie pour que vous deveniez un adulte à un moment donné. Et donc je pense qu'on ne s'est pas rendu compte, quand on a changé tous ces temps d'âge, quand on a changé aussi tout un état d'esprit dans lequel je pense qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on avait supprimé tout ce qui était le parcours initiatique. Et je le dis d'autant plus que moi je ne suis pas religieux, mais toutes les religions ont un parcours initiatique. Et la République a enlevé ce parcours initiatique. Elle l'a enlevé. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, à 16 ans, on a ces droits qui changent. À 18 ans, on devient normalement adulte. Et on devient citoyen électeur, ou pas. Donc c'est comment ce parcours entre 0 et 18 ans, c'est comment on le construit. Et comment on lui donne dans notre République des temps. C'est pour cela d'ailleurs que dans ma ville, j'ai mis un conseil municipal des jeunes. Un conseil municipal des jeunes qui est élu par l'ensemble des écoles primaires publiques et privées. Parce que chacun, en dehors du temps de l'école, est un citoyen de la ville. Deuxièmement, j'ai mis aussi un conseil des jeunes, pour aller jusqu'à 18 ans. J'ai travaillé aussi, et nous avons travaillé à 18 ans, pour faire un passeport citoyen, pour tous ceux qui avaient 18 ans. Donc, si vous voulez, il y a tout un ensemble d'éléments à construire. Et je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité à tous et à toutes, c'est de travailler sur 4 termes. E-E-A-A. Donc vous allez dire, qu'est-ce qui lui prend ? E-E-A, E comme éducation. Mais quand je dis éducation, c'est sur l'ensemble de sa vie. Parce que l'éducation ne s'arrête pas uniquement au temps de l'école. C'est toute sa vie. Même, éventuellement, quand on est à 80-90 ans. C'est le travail éducatif. Le deuxième terme du E, c'est l'éthique. Et volontairement, j'utilise le terme éthique et je n'utilise pas le terme moral. La morale, je la laisse à d'autres. Mais l'éthique, c'est une notion forte pour notre République laïque, qui est une notion comportementale, globale et de respect par rapport aux autres. Les 2 autres termes qui sont importants, c'est l'autonomie. Mais l'autonomie dans la vie, c'est éventuellement tous les outils qui vous permettent d'être autonome. Et tous les outils, c'est aussi ces notions d'indépendance, ces notions d'éducation, ces notions éventuellement d'épanouissement personnel. Mais ceci, l'autonomie ne va pas sans activité. Et l'activité, aujourd'hui, c'est quelque chose où progressivement, dans notre société, et dans notre société dans laquelle, justement, c'est pour ça que
Je suis quelqu'un, je ne suis pas du tout un marxiste, éventuellement quelqu'un qui veuille un système organisé autour de dire on pourrait avoir pas de privé, etc. Non. Aujourd'hui, c'est la question qui est posée, c'est comment je suis capable de donner de l'activité à chacun pour qu'il puisse être autonome. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est quelque chose qu'on a complètement abandonné, qu'on a complètement laissé de côté. Et d'ailleurs, il y a un terme qui a été utilisé dans les années 60, et j'en discutais fréquemment avec mon amie Catherine Tasquin, on était très attaché à l'éducation populaire. Et cette notion d'éducation populaire, quelle qu'elle soit, que ce soit les centres de vacances, que ce soit les scouts, que ce soit éventuellement d'autres organismes, l'éducation populaire, c'est quelque chose aussi qui permet, en dehors du temps de l'école, de se former. Et c'est vrai que cette éducation populaire, on l'a progressivement abandonnée. On l'a progressivement abandonnée, et à un moment, ça revient. Mais on l'a progressivement abandonnée. Et ça, c'est important de voir là où nous en sommes arrivés. Là où nous en sommes arrivés, et c'est amusant, donc dans ma ville, au Mureaux, bien évidemment, vous parliez de quartiers paupérisés, vous parliez éventuellement de personnes en inactivité. Je ne parle pas, moi, d'insertion, je parle de mise en activité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, on n'a créé que des structures pour compter les demandeurs d'emploi. Et jamais on a essayé de travailler sur la mise en activité, mais réelle. Jamais, par exemple, je vais vous citer encore des exemples, il y a plein de jeunes qui veulent faire de l'apprentissage. Moi, j'ai simple, 36 000 communes, 50 à 60 000 structures autour de l'État, 3 apprentis, ça fait 200 000 presque. J'aimerais bien qu'on me dise aujourd'hui, toutes ces structures, que ce soit les communes, que ce soit... Je posais la question d'ailleurs, je m'amuse toujours quand je vois des présidents de la République venir chez moi, etc. Combien vous avez d'apprentis chez vous? Monsieur le préfet, qui aujourd'hui est occupé, Jean-Jacques, oui, il dirait, il va me provoquer. C'est vrai, je lui dis, mais combien vous avez d'apprentis chez vous? À un moment donné aussi, il y a une responsabilité aussi de nous tous adultes, de savoir ce qu'on veut véritablement par rapport à la jeunesse, comment elle rentre. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des études supérieures, je suis mathématicien à la base, etc. Mais, si vous voulez, moi j'ai des copains, à l'époque c'était 14 ans l'école obligatoire. J'ai des copains qui quittaient à 14 ans l'école obligatoire, avec le certificat d'études ou pas. Mais immédiatement, on pouvait rentrer dans le monde de l'activité. Sauf qu'aujourd'hui, le monde de l'activité n'est pas agile et n'est pas souple sur ce sujet-là. Mais il n'est pas souple et pas agile parce qu'on ne s'est pas rendu compte comment on a créé une culture, justement, de dire je n'ai pas à perdre de temps avec une génération qui pourrait éventuellement demain être et me remplacer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait tout un ensemble, des centres d'apprentissage, il y avait des entreprises même dans lesquelles on a fait des lois sur la formation professionnelle, etc. Beaucoup d'entreprises les ont utilisées, pas nécessairement pour éventuellement mettre le pied à l'étrier à des jeunes. Vous savez, j'aimerais bien qu'à un moment donné en France, on prenne entreprise par entreprise et de savoir dans les entreprises le nombre de salariés de moins de 18 ans, de 16-18 ans, c'est l'apprentissage, le nombre de salariés de moins de 21 ans, et ensuite les parcours de ceux qui ont 16-18 ans. Souvent, je m'amuse à provoquer. J'ai en face de moi des gens qui ont fait des grandes écoles. Mais écoutez, nous, on a la chance. On a HEC, Hautes Études Communales des Bureaux. C'est vrai. C'est aussi bien que toutes les autres. On n'a pas un TOEIC supérieur à 850. Mais c'est comment? On essaye aussi qu'on ait des TOEIC à 850, même si on est peintre au plombier. C'est important. C'est pour ça que je veux créer une école de langue. Donc, si vous voulez, je pense que ce sujet, quand même, est très important d'un changement et d'une mutation culturelle, et véritablement aussi d'une notion dans laquelle c'est qu'on doit tous se tendre la main et tous essayer de faire quelque chose. Alors, le point aussi qui me semble important par rapport à mon propos, c'est amusant parce que j'ai un habitant des Mureaux,
qui a en charge beaucoup de salles de spectacle en France, des grandes salles de spectacle. Et en plus, souvent, qui est d'un milieu et qui produit des artistes, il me dit, tu sais, le changement fondamental qu'il y a eu par rapport à avant, c'est que quand j'organise un spectacle, je sais quel est le groupe de personnes, il dit même quelle est la tribu qui va venir, comment ils vont fonctionner, etc. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, je vais terminer mon propos là-dessus, on s'est tribalisé. La France est un pays cloisonné. Et quand je dis cloisonné, dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Tout à l'heure, ma collègue précisait que, par exemple, il y a les notions rural-urbain. J'ai participé à des réunions sur les Gilets jaunes, j'ai été invité par M. Édouard Philippe avec 8 autres maires. Et là, je me rappellerai toujours, il y avait la maire de Pontivy qui expliquait. Par exemple, moi, par contre, au Muro, je n'ai pas eu de problème de Gilets jaunes. Donc ça veut dire qu'on ne ressentait pas la même chose dans les villages. Et donc, si vous voulez, cette tribalisation, ce cloisonnement de la France, si on continue, et c'est là le danger aussi de tout le numérique, etc., c'est qu'on peut intensifier. Par exemple, on se gargarise du télétravail. Je dis que c'est bon, mais faisons attention. Le télétravail, il est fait pour les cols blancs. Il n'est pas fait pour les cols bleus. Et je finirai mon propos par rapport à ce que vous aviez dit, par rapport aux présidents, etc., qui sont venus. J'ai eu 12 visites de président de la République, 88 visites de ministres, un conseil interministériel avec Manuel Valls, 2 visites de commissaire européen, Michel Barnier ou Pierre Moscovici, donc je ne pourrais vous citer. Et souvent, on dit, mais pourquoi ils viennent chez toi, quoi ? Ben, je pense que nous, on est une ville à solution. Et la dernière interview, un entretien de M. Macron qui est venu pour le séparatisme, c'est parce qu'au départ, il devait aller sur d'autres villes plus sensibles, malgré que nous, on soit une ville sensible, parce que moi, j'ai eu un de mes policiers qui a été tué, Jean-Baptiste Salvin, avec sa femme, Jessica. Et donc, si vous voulez, nous, on n'est pas dans la notion de l'immobilité, dans le négativisme, on est plutôt dans la construction d'une unité et sur aussi quelque chose qui est important, c'est comment on travaille à cette notion de décloisonnement et surtout comment on amène sur une notion qui est forte, c'est la règle, prévention, dissuasion, répression, sanction et après-sanction, qui font un tout, mais ce n'est pas uniquement pour la délinquance, c'est toutes les notions de délinquance, et c'est important, si on veut une unité, c'est comment on retrouve une identité initiatique par rapport à notre pays. Merci pour tout ça, François Garret, avec cette invitation forte à tisser des liens. Le pape François dirait des ponts entre ces différents îlots dont Marie-Guide Dufay nous parlait aussi. Alors, Alice Lemoal, c'est à vous. Je le disais en vous présentant tout à l'heure, vous êtes maire adjoint de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes conseiller départemental du canton de Clichy et puis secrétaire général adjointe du MODEM. Alors, vous connaissez bien les différentes réalités parce que au départ, vous êtes originaire de Bretagne, vous avez fait vos études à Bordeaux, vous êtes diplômé en relations internationales et vous avez travaillé pendant presque une décennie au sein d'ONG, d'associations en Afrique de l'Ouest et puis en Haïti notamment, en matière de solidarité internationale, lutte contre la précarité, soutien aux personnes handicapées. Vous êtes engagé au MODEM depuis 2012 et donc particulièrement impliqué sur les thématiques sociales, l'inclusion des personnes en précarité ou porteuses de handicap, les questions d'enfance et d'éducation aussi. Ça rejoindra peut-être le propos de M. Garret qu'on vient d'entendre. Et puis toutes les politiques publiques de solidarité. Alors je propose que comme vos deux co-invités, on vous écoute et puis après on discutera tous ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs qui nous regardez depuis chez vous. Je suis très heureuse de participer à ces temps d'échange. Alors, effectivement, moi, je voulais vous parler de plusieurs points, et en particulier, et ce sera à la fin de mon propos plutôt la question effectivement, quels outils, quels leviers on peut utiliser, nous, les hommes et femmes politiques, pour obtenir des résultats. Mais avant ça, je voulais revenir sur un point, et vous l'avez dit, Madame Dufay, tout à l'heure, la question des îlots. Je pense que nous tous qui sommes engagés dans des territoires, on le constate et on le vit et on le sent. Et ça a été très bien décrit par Jérôme Fourquet dans son livre « L'archipel français », que évidemment je recommande à votre lecture.
Il parle effectivement, et vous l'avez tous les deux dit, finalement de lignes de faille éducatives, géographiques, sociales, générationnelles, idéologiques, ethnoculturelles. En gros, c'est les fractures entre les riches, les pauvres, les jeunes, les personnes âgées, les LGBT, les urbains, les ruraux, les diplômés, les personnes en échec scolaire. Toutes ces personnes-là, nous, les élus, eh bien, on est à la croisée de tous ces mondes qui, parfois, vivent des vies parallèles. Et ça peut même se passer au sein d'un même quartier, c'est-à-dire que vous avez dans un groupement de logement social d'un côté et puis des copros toutes neuves de l'autre, ben, ce n'est pas du tout les mêmes publics qui, parfois, à une rue d'intervalle, ne se parlent pas. Et nous, les élus, eh bien, on est au service de tous ces gens-là. Et Jérôme Fourquet le dit aussi, et je voulais le citer parce que je trouvais que c'était intéressant pour prolonger ce qu'on disait, tout se passe comme si une grande partie des élites avait d'ores et déjà fait une croix sur des pans entiers de l'archipel, des possessions peu attractives et peuplées par une population aux mœurs et aux modes de vie d'un autre temps. Et il dit, ces îles populaires ressentent intuitivement ce dédain et cette morgue. Et vous le disiez aussi, finalement, la désaffection pour les gens des politiques, c'est aussi parce que je pense qu'un certain nombre de nos concitoyens ressentent une forme de mépris à leur égard. Et ça, c'est un gros sujet. Par ailleurs, je voulais aussi dire, en citant Emmanuel Mounier, que nous, les élus, on ne s'engage jamais que dans des combats discutables et sur des causes imparfaites. J'aime bien cette idée qui développe de on met les mains dans le cambouis, en fait, et honnêtement, un certain nombre de gens, enfin, j'imagine que c'est le cas pour vous aussi, mais disent, mais je ne sais pas comment tu fais pour t'engager dans ce monde politique, parce que franchement, ça ne fait pas envie. Et en fait, je pense que chacun d'entre nous qui nous engageons, on sait pourquoi on le fait, effectivement, parce qu'on est habité par des convictions, et on s'engage dans un contexte difficile pour des causes imparfaites. Mais à partir du moment où on s'engage pour ces causes, j'avais envie de m'arrêter avec vous sur la question de l'attitude et de la posture que nous, les politiques, on se doit d'avoir. Alors, je rappelle quand même en préambule qu'on est des citoyens et des citoyennes comme les autres, hein, ni mieux ni moins bien, comme les autres. Mais on dit souvent en politique, il faut aimer les gens pour faire de la politique. Je pense que mes collègues partageront ce point. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer les gens appliqué à la vie politique ? Et j'avais envie de réfléchir un peu avec vous là-dessus. Je voulais mentionner des points qui me paraissent importants. Vous avez parlé notamment de violence un peu et de violence dans les réseaux sociaux. C'est vrai que la politique, c'est un monde difficile, on ne va pas se le cacher. Hein. C'est pas... Alors, il y a des aspects extrêmement gratifiants aussi, hein, qui font qu'on tient dans la durée. Puis, il y a des aspects... et ingrats, vous disiez ? D'ingratitude. Oui, c'est parfois assez ingrat, on peut le dire, même si, comme je le dis, il y a aussi des côtés très gratifiants. Mais je voulais rappeler l'importance, en fait, du dialogue et du respect du pluralisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire respecter les convictions des uns et des autres, se dire que, OK, on n'a pas forcément les mêmes convictions, ici même sur ce plateau, mais on peut se respecter là-dessus. Et on peut aussi, c'est important, je crois, laisser les gens s'exprimer sans les couper. Il y a la question, croire aussi, et je pense que chacun d'entre nous, finalement, on le vit dans nos territoires, parce que la politique, c'est une forme de pragmatisme. C'est aussi accepter que les idées, elles peuvent être bonnes de droite, de gauche, d'où qu'elles viennent. On peut prendre des bonnes idées, parfois, s'en inspirer, les faire siennes et les retraduire dans un territoire. La notion, à mon avis, importante aussi d'éviter des polémiques inutiles. On le voit tous les jours dans cette société de médias en continu. Moi, je suis parfois frappée les polémiques qui sont nourries, renourries jusqu'à la nausée. Est-ce qu'on est obligé de s'infliger ça collectivement ? Est-ce que ça fait avancer le débat de s'arrêter sur les petites phrases, les reprendre, les démultiplier ? C'est une question. Il y a pour moi un enjeu important, nous, qu'on se doit de relever, les politiques, c'est la question de la considération pour nos citoyens. Vous l'avez dit de différentes manières, mais comment... Alors, bon, en temps de Covid, c'est plus compliqué, mais comment on serre la main aux gens, on les regarde dans les yeux, on les considère. C'est un peu... Ça m'évoque la petite phrase de Bernadette à Lourdes qui parlait de la Vierge Marie en disant elle m'a regardée comme une personne. Effectivement, les gens, avant d'être riches, pauvres, blancs, noirs, malades, handicapés, c'est des personnes qu'il nous faut considérées comme telles. La question aussi qui me semble importante, d'accepter de se tromper, de savoir faire preuve d'humilité, de reconnaître, et c'est un paradoxe, que le politique ne peut pas tout toujours, mais qu'en même temps, il faut tout faire et tout mettre en œuvre, tous les leviers que nous on a, et on en a quand même un certain nombre, pour
faire avancer des situations, trouver des solutions. Vous disiez, vous êtes une ville de solutions. Et je crois effectivement que c'est une partie de notre plus-value, c'est d'être en capacité d'aller chercher des solutions expérimentées. Vous disiez, Madame Dufay, expérimentées. Et je pense qu'effectivement, il y a un vrai enjeu à favoriser l'expérimentation dans les territoires, parce que un certain nombre de solutions, elles viendront d'en bas et pas des plus hautes sphères de l'État. Et puis un autre point, alors oui, qui me paraît important, nous les politiques, puisque la question qui nous est posée au départ ce matin, c'est la mission des responsables politiques pour refaire société en France. Je crois qu'il y a un sujet aussi important, la nécessité d'avoir un langage simple. Aujourd'hui, on est dans des univers où on a l'impression parfois d'être bouffé par la technostructure qui nous parle un langage incompréhensible et c'est d'autant plus vrai quand on est face à des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire beaucoup d'études, etc. Il faut absolument, je crois que nous, on ait des mots simples pour expliquer nos politiques, qu'on ne se perde pas dans des concepts incompréhensibles qui finalement éloignent l'action publique des gens. Parce que finalement, quand on parle des langages compliqués, eh bien, les gens vous disent « bah ouais, mais enfin moi j'y comprends rien à ce que vous me dites, vous parlez chinois » et finalement on se décrédibilise nous-mêmes finalement. Et je crois que ça c'est un des points sur lesquels il nous faut être attentifs collectivement. Un autre point, c'est la question de l'exercice des responsabilités. Je crois que c'est important d'être attentif au caractère collectif des responsabilités. Quand on fait de la politique, évidemment, on peut avoir son agenda personnel propre. En revanche, on est au sein d'équipes. Et c'est important, je crois, de travailler la dynamique d'équipe parce qu'il faut s'entourer de talents et c'est tous ensemble qu'on peut résoudre des problèmes. Et ce n'est pas soi tout seul qui allons trouver les solutions. Et je crois que ça, c'est un point important. Et c'est un peu ce que disait Grégoire Catta vendredi. On a une responsabilité à transformer nos relations interpersonnelles avant de transformer les structures. Et ça, j'y crois beaucoup, même si c'est un exercice de longue haleine, de tous les jours, qui demande aussi de l'effort et de l'exigence. Je voulais relever 2 points. Oui, la question de l'abstention, qui est très forte sur un certain nombre d'élections, ça montre bien ça. Ça montre bien que finalement, les citoyens, et on l'a tous vécu souvent sur un certain nombre d'élections, et je pense pour ma part aux élections départementales, pour vous aux élections régionales, c'est des élections où les taux d'abstention sont très forts. Et en fait, les gens vous disent d'abord, 1, on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop ce que vous faites, et 2, en plus, qu'est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas. Donc, je ne me déplace pas, je vais à la piscine, je fais autre chose de mon dimanche. Mais ça, c'est un gros sujet pour nous. Et puis, ça appelle à l'humilité aussi, parce que quand on se fait élire avec un score qui, finalement, est assez faible, on se dit quelle est notre représentativité. Bon, ça interroge. Et donc, il y a un certain nombre, je pense, de leviers à activer pour combattre l'abstention. Mais je voulais aussi donner un autre point sur les campagnes électorales. Parfois, nous, les hommes et femmes politiques, on en a tous vécu un certain nombre, on livre des images déplorables pendant les campagnes électorales. Pas toujours, bien sûr, parce qu'on a des projets à défendre, on a des citoyens à aller chercher, on a un bilan à défendre. Donc, on a des choses vraiment positives à mettre en avant. Mais parfois, le pendant, c'est que, et on en a tous vécu, je pense, des campagnes dures où on se castagne avec nos adversaires. Et finalement, des citoyens nous disent aussi, enfin bon, vous êtes gentils, mais finalement, vous auto-détruisez, on va dire. Et je crois qu'il y a cette attention aussi à cette question à se poser avec nos adversaires, comment on interagit. Et assez rapidement, puisque le temps passe toujours plus vite que ce qu'on aimerait, sur les leviers, je crois que ce qui est important aussi et on pourra revenir aussi sur cette idée que dans les évolutions qu'on peut constater, il y a la question des électeurs consommateurs. On sent parfois que les électeurs, il y a un changement. Ils nous disent en gros, j'ai voté pour vous, donc moi j'attends ça. Et sauf que nous, on n'est pas un guichet qui va donner des résultats. Et donc cette idée-là, elle nous interroge aussi. Donc, quel levier on peut nous activer pour avoir des résultats ? Parce qu'au fond, les politiques, il faut qu'on ait des résultats. D'ailleurs, si on n'a pas de résultats, on n'est pas réélu. Mais ça, c'est un premier point. Mais pour avoir des résultats, je crois qu'il y a 2-3 pistes que je voulais donner avant d'arriver au débat. La question de comment on inclut mieux et davantage les publics concernés par les politiques publiques. Comment on inclut mieux les jeunes dans la conception d'une politique publique qui les concerne, les personnes précarisées dans la conception d'une politique qui les concerne, les personnes âgées dans la conception d'une politique qui les concerne. C'est des choses, on sent que tout ça arrive dans l'agenda des politiques, ça fait évoluer nos manières de travailler aussi, et ça permet, je crois profondément, d'avoir des résultats plus pertinents, parce qu'on est plus pertinent dans les réponses qu'on apporte aux gens.
question de l'option préférentielle pour les pauvres. Comment est-ce que nous, les politiques, on met les pauvres au cœur de notre boussole, les personnes les plus précaires au cœur de nos réflexions d'élaboration des politiques publiques? Comment on ne les oublie pas dans la conception de nos politiques? Un troisième point, vous l'avez mentionné aussi, la question de la prévention en général. Souvent, dans les politiques publiques, on agit en aval et pas assez en amont. Je pense à la question du soutien à la parentalité, je pense à la question de la petite enfance. Parfois, le département, par exemple, s'occupe de l'aide sociale à l'enfance. Mais comment est-ce que collectivement, on arrive à être plus pertinent en amont pour ne pas avoir des jeunes fracassés à 18-20 ans à récupérer et pour lesquels il faut tout reprendre? Ça, c'est des gros sujets, la question de la prévention en santé en général, par exemple. Et puis, vous le disiez, et j'en terminerai par là peut-être, parce qu'effectivement, le temps passe, c'est comment est-ce que aussi nous, les élus locaux, qui sommes ancrés dans un territoire, peu importe la strate, on est facilitateurs, on met en lien, on connecte les gens, que ce soit le monde des entreprises, le monde des jeunes, des associations, des particuliers aussi, parce qu'on le voit en cette période de crise, il y a beaucoup de particuliers qui n'étaient pas plus engagés que ça avant et qui se disent, bon, bah, moi aussi, je vais prendre ma part. Et comment nous, les acteurs publics, on met tous ces gens en lien pour faire prendre la mayonnaise et pour que finalement la solidarité, il y ait une saine émulation au sein de notre territoire. Voilà, c'est tout ça que je voulais, dans un premier temps, échanger avec vous. Et évidemment, je vais terminer en citant un maire qui m'a beaucoup inspiré. Il s'appelle Giorgio La Pira, c'était le maire de Florence dans les années 50. Et sa devise, c'était, dans les années 50, 60, 70, puisqu'il a un peu duré dans ses mandats avant d'être député. Et sa devise, c'était spes contra spem, espérer contre toute espérance. Et je crois que c'est assez beau de se dire, et vous le disiez aussi, il disait « L'espérance est un risque à courir, mais est-ce que par peur de perdre la semence, le semeur s'abstient de semer ?» Et j'en terminerai par là en disant que nous, les hommes et femmes politiques, il faut qu'on arrive dans un contexte qui est difficile aujourd'hui, qui est vraiment, qui nous pose des défis et des difficultés très fortes. Comment est-ce qu'on arrive à garder l'espérance? Voilà, pour mon propos. Merci beaucoup, merci Alice Lemoyle. Ça vous va comme devise, l'un et l'autre? Oui, et par rapport à ce que disait ma collègue de Clichy, il y a quelque chose que, par rapport aux campagnes électorales, les campagnes électorales sont un moment qui dure entre 3 et 6 mois. Et c'est vrai que les gens présentent un programme. Donc, quand on vote un programme, on pourrait croire qu'on peut le faire immédiatement. Et il y a quelque chose qui a changé dans la mentalité des gens, c'est la notion du temps. On est passé du temps réflexion au temps réflexe. Et tout le monde attend immédiatement que soit mis en place quelque chose. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'on n'a plus le temps en tant que tel. Il y a une pression tout le temps très, très, très forte. Mais l'espérance, oui, bien sûr, il faut la garder. Puis normalement, quand on est engagé dans l'action, c'est pour donner de l'espoir aux gens à partir des choses qu'on va leur proposer. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut vraiment se dire, c'est être modeste, être immensément modeste, parce que c'est pas parce qu'on est politique et qu'on est engagé dans l'action publique qu'on sait tout, mais loin de là. Et moi, j'ai en tête l'expression d'Albert Camus sur le courage de la nuance, le courage de l'ambition de la modestie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens très très fort, parce que effectivement, on nous défie, on nous somme de ne pas être aux différents rendez-vous, effectivement, mais en oubliant que, oui, on n'est pas des deus ex machina. Hein. Voilà, il faut vraiment qu'on en ait conscience, nous. Hein. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire tout de suite, on ne peut pas toujours tout faire comme on l'avait voulu, et on ne peut certainement pas tout faire tout seul. Donc on comprend bien que cette mission du service de la collectivité, elle est difficile, elle est exigeante, et en même temps, moi je suis frappée avec des parcours différents qui sont les vôtres aussi, par l'énergie que vous continuez de mettre dans la défense, dans la promotion de cet engagement. Alors je propose qu'on aille faire un petit tour dans le deuxième studio pour voir si Anne-Sophie de Kersies et Eric Wendling ont recueilli vos questions. J'imagine qu'il y a eu pas mal de réactions. Est-ce que vous avez des questions à transmettre à la table ? Bonjour à tous. Donc, pas mal de réactions au début, notamment quand vous avez parlé
d'expérimentation, de technostructure. Alors, on sent en ces temps de crise une résistance aux mesures centralisées. Cynthia Fleury nous a rappelé le besoin de renforcer l'affectio societatis, c'est-à-dire le sens de l'unité. Et en même temps, on sent un besoin d'ancrage dans le réel d'un territoire. Vous êtes tous les trois de territoires de niveaux différents. Comment conciliez-vous dans votre action ces deux aspects en apparence contradictoires, faire société, être unis, et en même temps se singulariser, s'ancrer dans un réel local? Alors, on va commencer par ça. C'est assez simple. Aujourd'hui, quand nous sommes élus, depuis le plus bas niveau, nous sommes la démocratie représentative. Et ce sont normalement un ensemble d'électeurs qui nous ont élus. Et c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est la démocratie représentative qu'il ne faille pas tenir compte de ce que j'appellerais les citoyens. Et c'est toute la difficulté entre la décision politique, comment on l'amène, et comment les citoyens la ressentent et comment ils vivent dedans. Et donc moi je lance une idée très forte en ce moment, c'est la démocratie implicative. Et je ne dis pas la démocratie participative, volontairement. Et cette démocratie implicative, c'est comment, sur des thèmes, des sujets par exemple, c'est comment on va arriver à associer les habitants pour définir éventuellement ce qu'ils ressentent. Et c'est évident que sur un thème, on n'est jamais, si vous classez de 0 à 10, on n'est jamais à 10 sur 10. C'est comment on peut estimer. Et donc à partir d'une approche systémique sur tout un ensemble et d'approche systématique par rapport à des thèmes, c'est comment définir un indice du bonheur. Donc voilà la difficulté. Moi, je pense que tout simplement, c'est la question du dialogue. C'est la question, moi, c'est cette notion de coopération, vous m'avez entendu l'utiliser à plusieurs reprises parce que, en plus, dans notre région, la Bourgogne-Franche-Comté et à Franche-Comté, vous savez, la coopération des paysans, elle date du Moyen-Âge avec les fruitières à Comté. Et tout le monde connaît la saveur du comté. Mais sauf que derrière cette saveur du comté, qu'on fait sûrement le meilleur fromage de France, vous avez... Ça, c'est dangereux comme propos. Vous avez toute une... Vous êtes tolérant par rapport aux autres. Non, je dis que c'est un des meilleurs fromages de France, non seulement parce qu'il est bon au goût, mais parce que la filière, elle est suffisamment organisée pour que chacun, du producteur au distributeur, en passant par l'affineur, s'y retrouve et ait des conditions de revenus correctes. Et ça, c'est très rare dans l'agriculture. L'agriculture, elle se meurt aujourd'hui de ne pas trouver un modèle économique qui lui permette de vivre. Bon, alors si je dis tout ça, c'est parce qu'ils se sont organisés en coopérative pour partager le fruit de la valeur ajoutée. Ne pas le capter pour les uns ou pour les autres. Tout le monde est à égalité, du producteur au distributeur. Donc c'est cette notion de coopération. Et moi, je l'intègre très fortement en disant on ne peut pas faire de politique en chambre et que quand on veut aller dans tel ou tel sens, que ce soit sur une mesure environnementale ou sur une mesure économique, une mesure sociale, il faut vraiment travailler à coopérer avec tous ceux qui peuvent avoir un mot à dire. Alors c'est vrai que pour une région, c'est beaucoup plus difficile que pour une commune d'être en contact direct avec la population, parce qu'en plus, on n'a pas, nous, on est surtout sur des corps intermédiaires. On travaille avec des organismes de formation, avec des associations d'environnement, avec des chefs d'entreprise. Mais il faut garder absolument à l'esprit cette notion de coopération. Et ce qui veut dire que ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait en tête comme mesure, elle va sûrement être amendée et à la fin à aboutir à quelque chose d'autre parce qu'il y aura eu cette coopération territoriale à l'œuvre. Et peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, sur la question de comment on fait société tout en étant dans une singularité d'un territoire, effectivement, la France, elle est extrêmement diverse. C'est la question, au fond, de la décentralisation, mais au-delà de comment on se fait confiance aussi. Moi, j'étais frappée dans les différentes séquences, on va dire, des 2 dernières années, d'une forme de paradoxe où, d'un côté, les collectivités, parfois, attendent beaucoup de l'État, et en même temps, quand l'État en fait trop, eh bien, c'est trop, et donc il faut que l'État se retire un peu et laisse plus de liberté au territoire. Au fond, je crois qu'il y a vraiment la
la question de la confiance. Comme on le disait tout à l'heure, un certain nombre de solutions, elles vont venir des territoires. Et ce qui est valable en Bretagne n'est pas forcément adaptable à la banlieue marseillaise ou à Bordeaux ou à d'autres territoires plus ruraux. Et ça, je crois que petit à petit, le problème, c'est cette tension, voilà, exactement, cette tension, elle est toujours là entre un État central qui parfois a cette tentation de vouloir régir et contrôler un certain nombre de politiques, qui en fait, on le voit, effectivement, même dans des politiques décentralisées, par exemple sur la question des départements, eh bien, chaque département parfois gère de façon différente tel ou tel dispositif, et la tentation de l'État, c'est parfois de dire hop, on fait tout remonter pour tout uniformiser. Et je crois vraiment que ce sujet-là de faire confiance aussi aux territoires qui vivent, qui savent en fait finalement ce qui leur convient d'une certaine manière, c'est important de pouvoir. Mais on n'y est pas. Hein. Non, aujourd'hui on n'y est pas. Par rapport à ce que vous dites, ça me semble important. Je crois qu'aujourd'hui, la pandémie a remis le pouvoir aux fonctionnaires de l'État, en nous oubliant à un moment donné. On a vu des séquences avec les ARS, par exemple. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que quand ceux qui sont sur le terrain, ce sont nous les élus, bien évidemment avec d'autres structures. Et je pense qu'il faut faire très attention, c'est qu'on ne revienne pas, qu'on ne redonne pas le pouvoir à l'État tel qu'il est. Surtout qu'on est dans un pays qui ne croit absolument pas à la décentralisation. Hein. On est dans un pays qui est totalement jacobin. Hein. Et on voit bien d'ailleurs tous les articles qui fleurissent sur la différence d'appréhension de la crise en Allemagne et chez nous, avec en Allemagne un système tellement plus décentralisé qu'effectivement il y a eu une plus grande responsabilisation des pouvoirs locaux, des habitants, par rapport à chez nous où tout est centralisé. On est un pays vraiment très très jacobin, on a du mal. Hein. À l'échelle de l'action publique. Et en même temps, c'est vrai, vous parliez beaucoup les uns et les autres de la jeunesse et de l'éducation. C'est vrai que quand on lit aujourd'hui les désirs d'engagement de la jeunesse, c'est plutôt à proximité. Il y a une vraie perception de la dimension locale. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose à l'échelle du pays, de l'Europe ou de la planète, mais je peux commencer près de chez moi et ensemble, on a vu aussi beaucoup d'initiatives locales dans cette crise, de solidarité, d'initiatives citoyennes aussi. Oui. C'est vrai que là, quand on parle de décentralisation, on est sur les institutions publiques. Oui, absolument. Où là, effectivement, ces institutions, elles sont bridées par le fait qu'effectivement, il y a ce pouvoir central, quoi. Mais autrement, ça n'empêche pas du tout, comme vous le dites. Mais l'élu local, il est justement à la croisée de ça. Sauf que, si vous voulez, moi, je regarde, hein, moi, je suis quelqu'un des années 70, hein, je ne dirais pas de 2 ans avant, tout ce que l'on disait, etc., par rapport à ce qui se passe en ce moment, il était plus facile de créer ou d'avoir une initiative dans les années 70, où on voulait organiser un bal, on voulait organiser qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous présente toujours l'ensemble des contraintes avant de pouvoir faire quelque chose. Et c'est la difficulté aussi. On parle de structures sociales, solidaires, etc. Dès qu'on s'embarque dans quelque chose, tombent immédiatement toutes les contraintes. Et ça, c'est terrible. Hein. Il faut qu'on apprenne à ne pas commencer par la contrainte, mais à commencer par les possibilités. Alors, il y avait pas mal d'autres questions, donc on voudrait déployer chacune, mais on va essayer de donner un peu de place aux différents thèmes. Anne-Sophie, Eric. Oui, alors nous avons une autre question. Après la dénonciation de la culture du clash par Marie-Guy Dufay tout à l'heure, beaucoup de participants partagent leur expérience de dialogue et l'importance de décloisonner. Alors, quelles sont les initiatives locales dont vous êtes témoin qui peuvent favoriser le dialogue? Comment vous, en tant qu'élu, vous pouvez les aider à durer et à le faire qu'elles donnent des fruits au fur et à mesure, très concrètement? Alors, c'est une question plutôt peut-être pour ceux qui ont une responsabilité auprès d'une commune, peut-être, mais je pense que chacun peut avoir des réponses. Alors, qui veut commencer? Je sais pas, c'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, il y a tout un milieu, le milieu associatif, que ce soit sportif, culturel, solidaire. Aujourd'hui, je pense que la commune, je dirais, elle est co-participante. Mais ce n'est pas à moi de décider pour eux. Et ça, c'est fondamental parce que souvent, les pouvoirs électifs veulent décider pour les autres. Alors après, je crois que c'est de mettre tous les moyens à disposition que nous avons pour qu'ils puissent réaliser éventuellement l'action qu'ils mènent.
Ça me semble fondamental. Alors, le deuxième sujet aussi, c'est qu'à un moment donné, on tombe sur le problème des moyens financiers. Et je pense que, bon, moi je débloque souvent des fonds, etc., sans attendre, mais c'est la notion de ne pas attendre, de ne pas bloquer en disant il faudrait que tu me fasses un dossier, il faudrait que éventuellement vous me donniez un petit cahier des charges, etc. etc. C'est comment je fais confiance et comment je fais des fonds d'anticipation tout en regardant après une fois que l'action est menée. Et je pense qu'il ne faut pas juger a priori l'action, il faut au contraire déclencher cette action avec les gens. Alors, vous en avez déjà cité quelques-unes tout à l'heure, mais vous avez une initiative de dialogue, là, au Murau, récemment, qui... Ah bah écoutez, oui. Tenez, par exemple, il y a 3 jours, j'ai une association qui veut développer sur un grand hall de supermarché, donc un jardin. Donc assez conséquent d'ailleurs. Et donc on a travaillé bien évidemment ensemble et on débloque le projet immédiatement. Et je viens d'avoir les résultats financiers de la rénovation urbaine dans lequel il y a ce qu'on appelle les quartiers fertiles. Et donc ils auront les financements pour ces quartiers fertiles. Mais d'un autre côté, c'est à eux d'être maîtres d'ouvrage. Mais nous, on vient éventuellement les aider sur certains éléments. La question est intéressante parce qu'en réalité, vous parliez d'initiatives de dialogue. Spontanément, on évoque plus facilement des initiatives de solidarité. Or, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, le secteur associatif, en général, est très mobilisé. Et je pense, par exemple, en ce moment, il y a un certain nombre de collectes qui ont lieu, tant au niveau de la banque alimentaire, mais aussi des initiatives individuelles ou associatives qui collectent qui des livres, qui des jouets, qui de la nourriture, etc. Et nous, les élus locaux, eh bien, on facilite, on rend visibles les initiatives, on met en lien les gens de telle manière, on met à disposition des lieux de telle manière à ce que tout ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions. En revanche, initiative de dialogue, si on le prend au sens strict, c'est-à-dire où les citoyens, finalement, des arènes de débat locales, eh bien, finalement, je réfléchissais et j'avais du mal à en trouver spontanément, c'est-à-dire des lieux où, effectivement, des gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux se mettent ensemble. Alors, pour ce qui concerne au moment du grand débat national, par exemple, on avait organisé des grands débats et d'ailleurs, c'était tout à fait intéressant, enfin, locaux, c'était tout à fait intéressant de prendre ces temps entre personnes qui n'étaient pas d'accord, pas toujours d'accord entre elles, de débattre, mais finalement, ces initiatives, elles n'ont pas trop perduré et au fond, vous mentionniez, enfin ça a été repris dans la question de la culture du clash. Et, moi je le vois par exemple sur les réseaux sociaux locaux. Bon alors c'est un peu microcosmique, mais on va dire que sur les 5000 Clichois qui sont sur Twitter, eh bien régulièrement on a en fait, plutôt que d'avoir des ponts de dialogue, eh bien ça clash. On s'en prend plein la tête. Et donc c'est un vrai sujet, la question à laquelle j'ai pas complètement de réponse. Mais sur, est-ce que des instances de dialogue locales, finalement, voilà. Je faisais allusion à une instance que nous avons mise en place, mais j'ai tout à fait conscience qu'à l'échelle d'une région, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques qu'à l'échelle communale. Mais quand même, quand j'ai vu que le président Macron mettait en place une convention citoyenne, je me suis dit, bon, voilà, enfin, parce que nous, depuis 7-8 ans, on met régulièrement en place des conventions citoyennes. Alors, c'est quoi ça? C'est des citoyens qui sont effectivement tirés au sort, mais alors avec toute une méthodologie pour qu'on ait une représentativité par âge, par catégorie socio-professionnelle, par secteur géographique, et qui se retrouvent pendant un jour, ou peut-être 2, ou peut-être 3, mais à intervalles successifs, sur un thème précis. On va leur apporter plein d'éléments de connaissance du thème pour qu'on ne soit pas sur le yaka faucon, qui rentre dans la complexité des sujets, et on va leur demander à la fin de rédiger un avis qui nous engage, nous, la collectivité. Mais c'est un exercice, alors très 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 lourd, ça demande beaucoup de temps, mais le résultat à la fin, il est spectaculaire. On ne l'a pas assez fait. C'est tout nouveau, on ne maîtrise encore pas assez. Mais il faut le multiplier ça, parce que moi, j'ai vu des étincelles dans les yeux des gens qui m'ont dit... Alors, nous, les élus, on n'est pas dedans. On lance, et les journées, elles se font sans les élus. Mais à la fin, quand on retrouve les citoyens, ils ont des étincelles, ils disent... Mais en fait, on ne savait pas ce que ça voulait dire citoyen.
Et là, on l'a compris et on vous remercie. Et petite traduction pour vous montrer quand même dans notre région, on a un réseau qui s'est mis en place qu'on appelle le réseau des POT, les pionniers ordinaires de la transition énergétique. C'est des gens comme vous, comme moi, qui font des tas de choses chez eux et qui peuvent témoigner de l'intérêt de monter telle organisation de chaufferie solidaire, quelle économie productive locale, qui sont des ambassadeurs de la question écologique, mais qui inventent le monde à leur échelle et qui doivent sensibiliser les autres. Ils sont issus d'une de ces conventions citoyennes. Donc, mais on ne le fait pas assez. En tout cas, ça veut dire des idées à reprendre sans doute dans la suite du travail des semaines sociales. Pardon, j'accélère un peu parce que je vois avec anxiété l'horloge qui avance vite. Donc peut-être sur les questions suivantes, on va essayer de faire un tout petit peu plus court dans les réponses. Pardon. Éric, Anne-Sophie, à vous. On avait un certain nombre de questions au début qui tournait sur le sens et la notion de la recherche de sens. Une partie des intervenants remarque que vous avez un sens du bien commun qui est assez affirmé. Les croyants ont besoin d'inscrire leur action dans une recherche de sens qui rejoint leur recherche spirituelle. Et on peut parfois avoir l'impression que le métier de l'homme politique est un métier assez gestionnaire. Alors, comment vous paraît-il possible d'inclure cette recherche de sens dans l'action? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Puisque malheureusement le temps presse, mais première réaction d'Alice Lemoal, déjà, c'est pas un métier. Oui, tout à fait. Je crois vraiment que la politique, et on en parlait en introduction, en aparté, c'est pas un métier, c'est une fonction qu'on exerce, c'est un mandat qui nous est confié sur un temps précis, on n'est pas forcément... Et en même temps, ça peut être toute une vie d'engagement. Ça peut être toute une vie d'engagement, mais là encore, c'est une fonction qu'on exerce. Je voulais juste citer justement Lapira qui disait, et ça me semblait très important, si les politiques ne prennent pas le temps de méditer, alors ils ne sont que de simples gestionnaire. Et il dit la vraie vie est celle de ceux qui savent rêver aux idéaux les plus élevés, qui savent ensuite traduire dans la réalité du temps les choses entrevues dans la splendeur des idées. Et finalement, je crois que des fois, on nous taxe un peu de naïfs, mais je crois que c'est important d'avoir des idéaux très forts parce que c'est aussi ça et puis pour celles et ceux qui en ont, une spiritualité qu'il faut nourrir. Mais voilà, cette idée qu'il faut aussi prendre le temps de lire, de méditer, de s'extraire du quotidien, de reprendre du sens avant d'agir. François Garret. Oui, mais écoutez, nous ne sommes pas des gestionnaires. Bien évidemment, on a géré une commune, on a géré une région, etc. Ça, c'est important de l'expliquer. Ensuite, nous prenons beaucoup de temps sur notre vie personnelle. Il ne faut pas l'oublier, quoi. On donne du temps. Tout à fait. On a une famille, on a une vie. Moi, j'ai eu une vie professionnelle. Je n'ai jamais voulu être député, sénateur. J'ai failli peut-être avoir une autre fonction, mais ça a duré 15 minutes. Après, je n'ai pas été nommé. Mais c'est autre chose. Et si vous voulez, aussi, tous les élus, il ne faut pas se leurrer. Il faut arrêter, quoi. Dans un petit village, le maire d'un petit village, il se tape tout. Il faut pas se leurrer. Donc, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, et par rapport aux indemnités, aux rémunérations que nous avons, il ne faut pas croire que nous gagnons des millions d'euros. Souvent, à la table où nous sommes, c'est souvent ceux qui ont le moins par rapport. J'étais encore, quand je discutais avec le président de Renault, etc. Alors, si vous voulez, je pense que, c'est donner de son temps, c'est important. 2, moi je vais vous dire très clairement, ma vie, j'ai horreur des voyageurs de l'immobile. Horreur des voyageurs de l'immobile. Et finalement, c'est aussi qu'on a des convictions, et on a véritablement des convictions de donner aux autres et d'aimer les autres. Et je crois que par rapport à la foi, à la religion, etc., il ne faut pas croire, nous sommes aussi des gens d'engagement et de conviction. C'est important. Écoutez, j'ai un exemple que je vous ai cité tout à l'heure. Quand on se fixe comme objectif une sécurité sociale professionnelle, je pense qu'on n'est pas dans la gestion, là. On est plutôt dans l'utopie. Ah oui. Pouvoir protéger chacun dans son emploi, avec les séismes qu'on connaît aujourd'hui, on se dit c'est parfaitement utopique. Néanmoins, il faut poser des actes, il faut être obstiné. Et ce que je vous ai présenté, c'était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, au cœur de la crise que nous connaissons, avec les entreprises quand même qui ont beaucoup de mal, qui sont aidées par l'État via le chômage partiel, elles sont aussi aidées de façon nationale pour garder leurs salariés
et les former pendant le temps de cette crise. Ça veut dire que ce qu'on a inventé est en train d'être repris nationalement. Donc il faut se fixer des objectifs pour aller vers du mieux, du plus pour nos concitoyens. C'est ça qui nous pousse. Alors après, effectivement, on est aussi les mains un petit peu dans la gestion et dans le cambouis, parce que, moi j'ai une collectivité de 5000 agents, voilà, ça ne peut pas se faire sans un minimum d'actes de gestion. Mais enfin, notre travail, c'est de pousser l'administration avec laquelle on travaille à aller nous aider à accoucher de mesures qui, petit à petit, vont dans le sens de ce qu'on souhaite. Merci en tout cas à tous les trois pour la richesse de tout ce que vous nous avez proposé ce matin et qui, j'en suis sûre, va nourrir aussi d'autres réflexions. On a bien entendu à la fois cette inquiétude sur l'archipel français et la multiplication de ces îlots, la difficulté à faire du commun qui soit partagé par tous. On entend aussi l'hommage à rendre à l'engagement des élus, à ceux qui acceptent de prendre ce rôle de travailler pour l'intérêt général, quelles que soient leurs opinions ou leurs feuilles de route. Et puis la difficulté qu'il y a aussi à le faire. Et cet appel à l'engagement de tous, parce qu'on entend bien dans vos initiatives, celles que vous prenez au Murau, ces conventions citoyennes dont vous nous parliez, qu'il faut aussi que les citoyens répondent. De toute façon, on n'est rien sans les citoyens. Donc, évidemment que tout ça, comme vous le disiez, c'est un appel à l'humilité permanente. On n'est rien sans les citoyens. Donc, voilà. Merci infiniment à tous les trois d'être venus. Merci à vous tous qui avez participé aussi à travers vos questions. On va continuer cette réflexion tout à l'heure avec le rôle des religions dans cette archipélisation. Quel rôle particulier pour les croyants et les responsables des communautés religieuses? On va partir là pour une pause qui va durer une petite demi-heure et on se retrouve après. Grand merci aussi à Anne-Sophie et Éric qui ont la lourde tâche de synthétiser vos nombreuses questions. À tout à l'heure.